Bon, il se passe un truc de dingue en ce moment. Nous, les citoyens, on a repris le pouvoir. Et je vais vous raconter comment. Wow, mais cette intro, elle est trop bien! Ouais, je sais. Générique. Pour faire face à l'urgence climatique que vous connaissez, je doute pas que beaucoup d'entre vous ont dû faire leur part. Éteindre la lumière en partant, enfourcher des vélos, fabriquer votre dentifrice zéro déchet, peut-être même changer de job et commencer des potagers en permaculture. Et pour ça, ma génération vous dit merci et bravo, sincèrement. Mais à votre avis, que représentent nos petits gestes individuels face à l'ampleur de la tâche ? 25%. Si tous les Français étaient des écolos irréprochables, on réduirait que de 25% nos émissions de gaz à effet de serre. Mais quoi? Non mais attends, mais Camille, moi depuis la dernière vidéo, je suis à fond. J'ai fait quoi? J'ai fait dentifrice zéro déchet, j'ai fait tawashi, j'ai fait AMAP. Là, je suis au bout du champ, tu vois. Non, mais continue, Solal. Les 25% là, on en a vraiment besoin. Chaque degré en moins, chaque espèce sauvée, vaut le coup qu'on se batte. Ouais, d'accord, mais les 75% restants, c'est quoi alors? Les 75% restants, c'est l'État et les entreprises. Ah ok, en fait c'est mort depuis le début. En 2019, la France finance la destruction du climat et de l'environnement à hauteur de 18 milliards d'euros. Attends, j'ai pas fini. Pour les entreprises, on peut faire pression, en sortant dans la rue ou en signant des pétitions. Comme c'est le cas très récemment, avec des grandes marques comme Adidas ou Lacoste, qui, suite à une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, ont annoncé arrêter de travailler avec des usines qui exploitaient les travailleurs forcés ouïghours en Chine. Mais on peut aussi utiliser le boycott, comme c'est le cas en 77 avec le lait infantile de Nestlé qui était contesté pour ses raisons de santé et suite au boycott de la population, il avait été retiré de la vente. Ok, ouais, pour les entreprises, d'accord. Mais pour la partie politique, j'ai vraiment l'impression que ces gens nous gouvernent sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Bah ouais, aujourd'hui la politique c'est les autres, c'est eux pas nous. C'est loin et donc forcément ça nous échappe. Qui aujourd'hui sincèrement se sent véritablement concerné ? Pourtant à l'origine la politique c'est quelque chose de stylé. Politicos désigne ce qui est relatif à l'organisation de la police, la cité. Nous quoi ? La politique c'est l'exercice des pouvoirs dans une société organisée. C'est l'art de se mettre autour de la table et se dire « Bon, ok les gars, comment est-ce qu'on s'organise en tant que société ?» Et en plus de ça, on exerce la politique dans un régime démocratique. Démocratie vient de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Selon Lincoln, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est même écrit mot pour mot dans l'article 2 de notre Constitution française. La loi au-dessus de toutes les lois. Du coup, c'est bizarre qu'on soit dépossédé d'un truc qui est censé être l'organisation de nous, par nous et pour nous. Bah ouais, sauf qu'aujourd'hui, c'est clairement ça qui se passe. Moi, je me sens tellement pas concerné par la politique. En fait, c'est tellement loin. Non mais je comprends. Mais t'es pas le seul. Depuis plusieurs années, l'abstention augmente en flèche. En 2017, pour l'élection présidentielle, qui est normalement l'élection qui mobilise le plus, un Français sur 4 en âge de voter ne l'avait pas fait. C'est le plus haut taux de toute l'histoire de la Ve République. On assiste tout d'abord à un désintérêt de la vie politique. Seuls 15% des personnes de plus de 15 ans se disent très intéressées par la politique, mais aussi et surtout à une crise de la confiance. Aujourd'hui, en France, en 2020, seuls 3% des Français disent avoir confiance en notre gouvernement. Vous vous rappelez ce que je vous disais au début ? La politique, c'est la gestion de la police, de la cité, de nous. Et seuls 3% d'entre nous ont confiance dans notre gouvernement ? Mais non, mais c'est complètement fou. Pourtant, leurs décisions, elles nous impactent au quotidien, en fait. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en eux? T'as 2 minutes ? Ouais, vas-y. Déjà à la base, dans la Grèce antique, la notion de politique recouvrait 2 pans. La lutte pour le pouvoir d'État et les discussions concernant les affaires de la cité. Mais le malaise démocratique actuel vient du fait qu'on a gardé le premier plan et complètement oublié le second. Nous sommes dans une démocratie représentative, un régime démocratique dans lequel les citoyens remettent temporairement leur souveraineté dans les mains de représentants qui, le temps d'un mandat, prennent les décisions politiques à leur place. En vrai, à la base, c'est une super bonne idée, parce que bon, faire des assemblées de 67 millions de personnes, ça me paraît un peu compliqué. Et puis bon, c'est pas très corona-friendly, hein, on va pas se cacher. Le problème, c'est qu'on nous demande notre avis une fois tous les 5 ans. Et après, c'est finito, débrouillez-vous, ils gèrent. La manière dont on vote participe aussi au problème. On choisit la plupart de nos représentants avec ce qu'on appelle le scrutin majoritaire. C'est-à-dire qu'on accorde le siège ou les sièges au candidat ou à la liste qui a obtenu la majorité des voix. Alors oui, ça assure une stabilité politique, mais en même temps, ça invisibilise totalement tous les petits partis.
Est-ce que vous saviez qu'en réalité, 8 Français sur 10 n'avaient pas voté pour Emmanuel Macron? Quoi? Bah non, pas du tout. Il a fait 66%, je me souviens. Pour beaucoup, l'analyse de ces élections présidentielles s'est arrêtée à 2 tiers de vote pour Emmanuel Macron et 1 tiers pour Marine Le Pen. Pourtant, si on prend en compte les abstentionnistes, les votes nuls, les votes blancs, toutes les personnes vivant sur le territoire français et ne pouvant pas voter, eh bien en réalité, le résultat est légèrement différent. 8 Français sur 10 n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Plus de 65% des maires, qui sont pourtant les élus dont nous sommes le plus proches, ont plus de 60 ans en France. Et même si on s'en sort mieux que nos voisins américains, l'âge moyen de nos députés est de 51 ans. Et il y a aussi un vrai manque de diversité. Rien qu'au sein du gouvernement Édouard Philippe, il n'y a qu'une seule personne non blanche. Bref, honnêtement, vous vous sentez vraiment représenté par ça? J'ai rappelé récemment, c'était je crois en Drôme, monsieur le ministre, ma volonté, sortir du glyphosate le plus rapidement possible, sous 3 ans. Des politiques qui tiennent pas toujours leurs promesses. Je sais qu'il y en a qui voudraient qu'on interdise tout du jour au lendemain. Moi je vous dis c'est pas faisable et ça tuerait notre agriculture. Et même en 3 ans on fera pas 100%, on n'y arrivera je pense pas. Des lobbies, des groupes de pression qui gangrènent notre démocratie. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. La plupart de nos dirigeants ont fait les mêmes études. L'ENA et puis avant ça Sciences Po. Attends, ma Camille, toi aussi t'as fait Sciences Po à la base, non? Oui, enfin non, mais moi je suis pas présidente, donc c'est pas... Ouais. Bref, être un homme politique est devenu un métier. Et forcément, quand on a fait ça toute notre vie, on flippe un peu de devenir soudainement paysan ou postier. Et c'est vrai que c'est plutôt grisant le pouvoir. Alors la plupart de nos politiciens sont dans une logique de réélection constante. Ils sont plus là pour servir le bien commun, la gestion de la cité, mais bien pour se faire réélire. Et c'est ça le problème, ça change tout, parce que c'était pas vraiment le plan à la base. Et donc forcément, puisque ça devient une profession, beaucoup d'entre eux cumulent les mandats ou passent une bonne partie de leur vie au pouvoir. 12 ans pour Angela Merkel en Allemagne, 18 ans pour Vladimir Poutine en Russie, 24 ans pour Alexandre Loukachenko en Biélorussie. Et Xi Jinping vient tout simplement d'entériner sa présidence à vie. Et plus proche de nous, il y a les maires, dans les petits villages qui passent une bonne partie de leur vie à être au pouvoir. Plus de 60% d'entre eux se font réélire suite à leur premier mandat. Je souhaite laisser ma place. Je trouve qu'après 3 mandats, il est tout à fait normal d'avoir une nouvelle génération qui viendra avec de nouvelles idées. Martine Aubry, candidate à la mairie de Lille, elle se présente pour un 4e mandat. J'ai décidé d'être candidate en 2020. Dont la fille, Marine, notre invitée ce soir, est tête de liste dans le Nord-Pas-de-Calais, et la petite fille, Marion, candidate en Île-de-France. Marion, qui est la dernière arrivée de la famille sur la scène politique. C'est quand les membres d'une même famille se pistonnent un peu entre eux. C'est moi qui ai demandé à Marion d'être candidate. Elle ne voulait pas être candidate à l'élection. Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958. Qui permet au gouvernement de faire passer une loi, même si l'Assemblée nationale et le Sénat ne l'a pas votée. Et dont Emmanuel Macron est le champion de l'utilisation. J'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Ah ouais, bah super. Bah on continue comme ça sans rien faire alors. Non mais ok, je sais que c'est un peu déprimant, mais en vrai, il existe plein d'initiatives de démocratie directe, semi-directe, participative, pour dépoussiérer un peu tout ça. Par exemple, au Vietnam, il existe ce qu'on appelle des mandats impératifs, c'est-à-dire que si les élus ne font pas leur taf, eh bien les citoyens peuvent les rappeler à l'ordre et mettre fin à leur mandat. En Suisse, les citoyens peuvent être amenés à refuser ou à accepter une loi via des référendums qui sont beaucoup plus courants qu'en France. Ils peuvent même décider d'en provoquer eux-mêmes. En Amérique latine, avec les budgets participatifs, les citoyens peuvent décider ensemble d'où sera alloué en priorité leur budget. C'est génial tout ça, mais en France, on a quoi? La Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens tirés au sort à qui on a donné une mission. Trouver 150 propositions pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. Si seulement j'avais un expert pour parler de tout ça. Je sais pas, moi, quelqu'un comme Mathilde, par exemple, qui fait quand même partie du comité de gouvernance. Alors du coup, Mathilde, est-ce que tu pourrais nous raconter concrètement comment est-ce que ça s'est passé, cette convention? Ouais, c'est 150 personnes.
de 16 à 82 ans qui sont réunis pendant 7 week-ends au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, pour aboutir à un socle de mesures et d'actions qui nous mène dans un nouveau modèle, un modèle qui prend en compte l'urgence climatique et sociale dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est une première en France, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on vit aujourd'hui à l'échelle nationale un tirage au sort qui est représentatif de la diversité de la société française. Toi, moi, ta tante, ton grand-père, c'est des personnes qui ont été tirées au sort via une création de numéros de téléphone par un institut de sondage sous le contrôle d'un huissier. Il y a 250 000 numéros de téléphone qui ont été créés. Tous n'ont pas été appelés, mais ensuite l'Institut de sondage a appelé ces gens-là en leur proposant de participer à la Convention citoyenne, en leur expliquant ce que c'était, en leur disant bien que même s'ils étaient climato-sceptiques, ils pouvaient participer et que leur avis était le bienvenu. C'est pour ça qu'on a des climato-sceptiques. Enfin, on avait des climato-sceptiques dans la Convention. Et ce qui est important, c'est qu'ils devaient respecter un certain nombre de critères. C'est pour ça qu'on a à la fois des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des femmes, des hommes, des personnes qui viennent de Guadeloupe et certains qui viennent de Paris ou de Bretagne, des personnes qui viennent de métropole et d'autres qui viennent de zones rurales, de trous paumés, comme diraient certains. C'est vraiment une sorte de mini-France recomposée. C'est ça, qui représente du coup presque mieux que nos députés à l'Assemblée. On est plus représentés par eux. Enfin, moi, en tout cas, je me sens plus représentée par eux. C'est une autre forme de représentation. C'est pas en contradiction. L'élection, c'est élire le meilleur d'entre nous. Alors c'est vrai que ça a des biais. On voit à l'Assemblée nationale, par exemple, qu'il y a qu'un seul ouvrier, alors qu'il représente 20% de la population en France. Le tirage au sort, au contraire, permet d'être beaucoup plus juste et de mieux représenter les classes populaires et ceux qui se sentent parfois un petit peu délaissés, finalement, par nos élus. Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ces 150 mesures alors qu'ils ne connaissaient pas forcément tout au sujet dès le début? Ils n'étaient pas tout seuls. C'est ça la vraie solution. C'est-à-dire qu'une assemblée citoyenne tirée au sort, c'est les citoyens qui décident, mais ils ont comme connaissance qui leur a apporté des intervenants. Des intervenants qui viennent leur expliquer à la fois ce que dit la science, les scientifiques sur la question climatique. Le premier week-end, ils se sont d'ailleurs pris, c'est leur mot, une claque, une baffe, un électrochoc. Certains sont même démunis parce qu'ils ont pris conscience de l'urgence climatique dans laquelle on est et du niveau d'impact sur la question climatique. Les autres week-ends, ils ont eu, sous un format de débat contradictoire, des personnes qui sont venues leur dire qu'est-ce qui bloque pour eux, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite, quels seraient les leviers d'action. Bon, ça me donne beaucoup d'espoir d'entendre tout ça, mais j'ai peur, un peu comme pas mal de Français, je pense, que ce soit juste un coup de com' du président et qu'au final, ces mesures, elles tombent aux oubliettes dans quelques semaines, quoi. Ce qu'on en est les citoyens, c'est que le président de la République, comme il s'y est engagé, passe sans filtre certaines propositions au référendum, la Constitution et l'écocide. L'autre chose, c'est qu'ils ont envoyé le reste aux parlementaires. Pourquoi les parlementaires et pourquoi est-ce qu'ils font cette confiance-là? C'est qu'ils ne veulent pas se voir en concurrence avec les députés de notre pays, mais bien en tant que partenaire. Un partenaire qui n'est pas non plus naïf, mais un partenaire vigilant. C'est pour ça qu'ils ont créé une association, l'association des 150, qui vise notamment au suivi de leurs mesures. C'est maintenant que ça se passe. Suite à la COP21, les fameux accords de Paris, les États se sont engagés pour limiter à 1,5 degré le réchauffement d'ici la fin du siècle. Et pour ça, la France doit réduire d'au moins 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Sauf que la France ne respecte même pas ses propres engagements. Et au vu de l'inaction de nos politiques, on va plus vers une trajectoire à plus 3 degrés. Alors les citoyens s'y sont collés eux-mêmes. Ils ont élaboré un plan et je vous amène en découvrir quelques extraits. Est-ce que tu savais que le béton, si ce serait un pays, ce serait le 3e plus gros émetteur mondial? C'est un délire, en fait, l'artificialisation des sols, le fait qu'on mette du béton de partout pour construire des aéroports, des énormes centres commerciaux dans lesquels c'est le temple de la consommation, c'est ça, c'est en gros la première cause de la disparition de la biodiversité. C'est chaud, hein? Alors dans ce cas, imagine un monde dans lequel il n'y aurait plus de nouvelles constructions de centres commerciaux. Comme ça, les petits commerçants, ils n'auront plus à fermer face aux énormes supermarchés. On pourrait revitaliser les villes, les villages, et puis surtout, on aurait enfin les sols et la nature pour nous. J'avoue, et puis pour tous les autres êtres vivants qui sont là aussi, quoi. Ouais. Tu sais, Marc, je me disais, en vrai, on peut pas trouver des solutions si on n'est même pas au courant qu'il y a un problème. Et du coup, on mérite d'être formé au final, mais dès le début, quoi, dès l'école primaire. Mais imagine un monde où, dès l'école primaire, on aurait quelques heures de cours, ne serait-ce qu'une heure de cours consacrée à l'environnement.
où on apprendrait la fonte des glaciers, l'impact de notre consommation de viande, la déforestation et les solutions qu'on peut mettre en place. Tu vois, entre 2 heures d'histoire et 1 heure de techno, on dirait quoi, mercredi 12, non, je peux pas, j'ai examen d'environnement, il faut que je révise le permafrost. On aurait un schéma complètement différent. Oui, clairement, c'est incroyable. Tu sais, mon VIP, en vrai, je me disais, en vrai, c'est bizarre quand on y réfléchit que le fait que des projets qui mettent clairement en danger notre avenir, ils soient autorisés. Mais imagine un monde où le fait de détruire le vivant, ce qu'on appelle l'écocide, serait interdit et puni par la loi, tout comme les homicides. Ou quand une entreprise ou une loi ne respecterait pas l'une des 9 limites planétaires, elle serait tout simplement interdite. Putain, du coup, ça veut dire que, genre, par exemple, les montagnes d'or en Guyane, on oublie, quoi. C'est fini. En vrai, ça ferait chambé, hein. Il s'agit juste de savoir. Si on continue comme avant ou pas. Faites-le. 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 Le mouvement citoyen ne s'arrêtera pas. Alors, en préparant cette vidéo et en lisant pas mal d'articles et en rencontrant aussi certains de ces 150, ça m'a presque un peu émue. Parce que je me suis rendu compte, grâce à cette convention, de 2 choses. Déjà, c'est que notre démocratie n'est pas morte et aussi qu'il existe des solutions. Bon, alors, je sais que je suis pas censée donner mon avis, mais en 2030, j'aurai 32 ans. Et si à la place des glaciers qui s'effondrent, des animaux marins qui disparaissent, des forêts qui brûlent, des canicules, si j'évolue, je grandis, j'élève mes enfants dans ce monde-là que vous avez imaginé, ça change tout. Pour ma génération, ça change tout. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai sincèrement envie d'y croire. Bon alors, chers 150, je voulais vous dire merci. Merci d'avoir redonné du sens un peu à tout ça, à tous ces grands concepts de démocratie, de politique. Et maintenant, vous pouvez compter sur moi, et j'espère sur nous, pour porter loin votre travail. Pour être dans la rue aussi si le gouvernement ne respecte pas ses promesses. Et puis pour vous soutenir et porter loin tout ce que vous avez fait. Bon alors bien sûr, c'est qu'un début, cette convention. Mais vous avez lancé un élan. Et vous avez pris ce fameux monde d'après pour le sortir un peu des pétitions, des tweets et de le rendre vraiment concret, tangible. Je suis fière de me dire que c'est peut-être là le point de départ de ce changement qu'on attendait. Peut-être que vraiment malgré nous, sans trop faire exprès, on a enclenché ce moment de bascule. Beaucoup de pays nous regardent. Le Royaume-Uni, l'Espagne, le Danemark, pour voir concrètement ce que va déclencher cette convention citoyenne. Et peut-être, demain, le faire aussi dans leur pays. Alors c'est notre responsabilité face à l'histoire. Imagine, on le fait.